Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de l'association Adrastia, l'heure du bilan, faire face. Nous sommes ravis que vous nous écoutiez. Nous allons parcourir ensemble les nouvelles pistes d'adaptation face aux altérations profondes et durables du milieu terrestre qui fragilisent tant nos sociétés que le vivant dans son ensemble. En 2024, la concentration en CO2 dans l'atmosphère continue d'augmenter. Les records de température, d'étendue des feux de forêt, de durée de sécheresse et de gravité des inondations tombent les uns après les autres. Les désordres écologiques, politiques et sociaux actuels ne sont pas des crises passagères, mais peut-être les premiers symptômes d'effondrement des sociétés industrielles mondialisées. Il est temps de faire le bilan de notre gestion collective des risques globaux et systémiques, parce que si sans maîtrise nous filons droit vers l'abîme, l'illusion de contrôle nous y précipiterait plus vite encore. Dans ce podcast, nous donnerons la parole aux lanceurs d'alerte, aux scientifiques, aux acteurs de terrain, aux transitionneurs et aux penseurs de l'avenir écologique. L'heure du bilan nous confronte à la réalité à venir, la nécessité de l'adaptation, parfois radicale, au regard du risque d'échec ou d'insuffisance de l'atténuation. Adrastia est une association de citoyens et de citoyennes qui informe et alerte depuis 2014 sur le risque d'effondrement de nos sociétés, dans le but d'éviter une dégradation trop importante ou brutale de leur structure vitale et de préserver les meilleures conditions de vie possibles pour le plus grand nombre. Le podcast de l'association Adrastia est une production collective. L'intervieweur ou l'intervieweuse pourra être différent à chaque épisode, ne vous en étonnez pas. Les interviews sont disponibles sur les plateformes habituelles de diffusion. N'oubliez pas de vous abonner. Vous retrouverez également une page internet dédiée au podcast sur le site internet adrastia.org. Dans l'heure du bilan Faire face, nous explorons pendant 60 minutes comment apprendre à nous adapter au monde tel qu'il est, non tel que nous croyons le maîtriser. Et maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute! Jean-Marc Gansil, bonjour. Nous sommes ravis de vous avoir pour ce podcast L'heure du bilan Faire face de l'association Adrastia. Je m'appelle Vinod et j'ai l'immense honneur de vous interviewer pour cet épisode. Tout d'abord, Jean-Marc Gansil, votre parcours est celui d'une rupture nette de la communication d'entreprise à l'écologie radicale et à l'animalisme ou l'antispécisme. Vous nous direz comment vous préférez vous définir et pourquoi. Et je voudrais vous demander de retracer rapidement votre parcours. Eh bien, bonjour Vinod. Effectivement, je suis ravi aussi d'avoir l'occasion de m'exprimer ici dans ce podcast que je suis depuis quelque temps pour être très mobilisé sur ces thématiques qui touchent à la situation dans laquelle le monde est plongé aujourd'hui, aux perspectives d'effondrement et aux réflexions que toutes les personnalités que vous avez invitées ont développées. Donc, c'est toujours des choses qui m'habitent et qui me stimulent au quotidien. Mon parcours, il est assez simple, en même temps assez classique. Je suis né dans un milieu familial sans histoire, heureusement pour moi, et j'ai beaucoup de chance, c'est pas le cas de tout le monde. Et j'ai eu une enfance très heureuse, des études assez basiques en école de gestion. Et je dirais, j'ai pas eu d'accident de parcours dans toute cette séquence de mes premiers pas jusqu'à le démarrage de mon activité professionnelle. J'ai eu vraiment cette chance de pouvoir être relativement insouciant et d'emmagasiner tout ce qu'il me fallait pour bâtir une confiance en soi qui me permet peut-être aujourd'hui de développer un regard critique et parfois un peu sombre sur notre époque sans en être totalement déstabilisé. Donc pour continuer, effectivement, mes premiers pas professionnels, ils ont été faits un peu non pas par hasard, mais un peu dans la continuité de mon premier stage professionnel chez Sony France. Donc j'y œuvrais en tant que stagiaire très classique en communication, mais j'ai eu la chance d'y rencontrer une personnalité très intéressante, Jacques Fay, c'était son nom, qui avait monté à l'époque, et c'était en 93, donc vous voyez, ça remonte pas mal, j'ai 55 ans moi aujourd'hui, donc en 93, il avait monté avec d'autres dirigeants d'entreprise ou cadres supérieurs les prémices de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un think tank et qui se consacrait justement à la notion d'entreprise citoyenne, d'engagement des acteurs économiques dans la cité, des questions liées à l'économie sociale et solidaire qui émergeaient, des questions liées à l'empreinte écologique qui étaient balbutiantes. Et lorsque j'ai terminé ce stage, il m'a
recommandé à ce think tank et j'y ai fait mes 4 ou 5 premières années professionnelles. Et là, j'ai eu une chance inouïe de rencontrer des gens comme Edgar Morin, comme Patrick Robin, qui avait fondé la revue Transversale, comme Hervé Serriex, Hubert Landier, qui travaillait sur la question des mutations liées au temps de travail, la question, je dirais, de l'employabilité dans les entreprises, des gens qui étaient très investis dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. J'ai pas rencontré André Gorz, mais j'ai été très imprégné par ses ouvrages et sa pensée à l'époque. J'ai découvert tout un tas de références bibliographiques, intellectuelles, philosophiques à cette période, et ça a définitivement changé ma trajectoire, puisque j'avais déjà une quête de sens pendant mes études, où j'étais considéré un peu comme le gauchiste de la bande, mais globalement, à partir de cette expérience professionnelle, j'ai résolument ouvert mes réflexions et mon esprit critique par rapport à, on va dire, une société dont j'estimais qu'elle n'allait pas forcément dans le bon sens. Et j'ai commencé à m'interroger sur les raisons pour lesquelles on empruntait ces voies et sur celles qui nous permettraient d'en sortir. Et c'était le moment où, ça remonte là encore, pour recontextualiser tout ça, mais c'était le moment où on commençait à parler de réchauffement, de développement durable. C'est le moment où aussi commençaient à être prises des initiatives, souvent venues d'Amérique du Nord, d'entrepreneurs qui mettaient en place des politiques très, on va dire, avant-gardistes sur ces sujets-là. Je pense à Patagonia, je pense à Body Shop, je pense à Ben Jerry. On peut en reparler. J'ai plus la même vision aujourd'hui de ces entreprises que je l'avais précédemment, mais à l'époque, c'était très novateur. Et la question du sens, de l'impact, on va dire, du lien social qu'on crée aussi avec le territoire étaient des choses qui étaient très novatrices et qui m'ont beaucoup interpellé. Et je me suis engagé là-dedans en faisant, dans le cadre de ce think tank, des monographies d'entreprise sur ce qui était fait en France à cette époque sur ces questions-là. Et j'ai écrit un premier ouvrage chez l'Harmattan. Alors, c'était collectif, mais j'en ai assuré la coordination, qui s'appelait L'entreprise engagée. Voilà, donc ça remonte et ça donne un peu le ton à l'époque de soit ma naïveté, soit en tout cas mes espoirs à l'époque relatifs au sens que je pourrais trouver moi-même, parce que c'était une forme aussi de quête individuelle dans un milieu économique dont je percevais un peu mal la boussole, ou en tout cas où j'avais l'impression peut-être de voir trop bien ce dont il était question, à savoir une croissance sans fin, des profits toujours plus importants, une pression sur les collaborateurs, de l'extractivisme à tout va, et des choses qui m'intéressaient déjà énormément. Et je voulais bifurquer déjà, le terme est devenu un peu... on va dire à la mode, mais à l'époque déjà, sans l'employer, mon souci, c'était d'œuvrer dans un contexte où je ne collaborais pas à tous ces sujets-là, mais j'essayais de trouver des voies alternatives ou des pistes pour vivre mieux cette façon d'exercer mon métier, au service de cause, en tout cas avec la volonté d'être utile. Et après un break de plusieurs mois en famille, parce que j'ai eu des enfants très tôt avec ma femme que j'ai connue au lycée, et j'avais 3 enfants déjà à 26 ans, et à cette période-là, j'ai souhaité mettre en œuvre un projet personnel de tour du monde, en tout cas de grand voyage en Asie du Sud-Est, qui m'a beaucoup, pas porté aussi, mais ça c'est un autre sujet. Et j'ai rejoint après cette expérience-là France Télécom. Pourquoi France Télécom? Parce que dans le think tank dont je vous parlais précédemment, qui s'appelait le CIM, j'ai rencontré une personne qui s'appelait Lucien Buisson et qui initiait à l'époque chez France Télécom la direction du développement durable et qui m'a recommandé auprès de certains de ses collaborateurs pour œuvrer avec eux sur le sujet. Donc j'ai rejoint le groupe France Télécom, grand groupe de services publics à l'époque, qui n'était pas encore Orange, et qui s'intéressait à ce sujet-là. Mettait en œuvre tout un tas d'initiatives auxquelles j'ai eu la chance de pouvoir participer à mon échelle et de là où j'étais, à savoir dans le sud-ouest de la France, puisque je travaillais dans la direction territoriale sud-ouest de France Télécom, mais j'étais en lien très étroit avec le national sur ces enjeux de développement durable. Donc j'avais à la fois une casquette de communicant assez classique, mais aussi une autre que je chaussais avec beaucoup plus d'intérêt, qui était de contribuer à structurer l'approche développement durable du groupe France Télécom.
Et puis évidemment, dans ce parcours-là, j'ai eu pas mal d'expériences, pas mal de rencontres. Et je me suis bien sûr rendu compte que le moteur de cette entreprise, indépendamment d'une histoire très riche en matière de services publics, était de plus en plus vendue aux logiques, on va dire, internationales de la mondialisation, et qu'en devenant Orange, elle cédait définitivement à je dirais, à cette fuite en avant dans le toujours plus et dans les excès qu'on peut reprocher à toutes les multinationales. Donc, c'est le moment que j'ai choisi pour quitter le groupe à la faveur de dispositions très favorables. Et j'ai rejoint la personne qui est devenue mon associé dans cette initiative assez iconoclaste, qui était Darwin. Darwin, oui. Donc, ce tiers-lieu qui est toujours très difficile à qualifier, à caractériser, mais où j'ai pendant 10 ans environ œuvré à l'émergence d'une initiative de transition absolument incroyable qui perdure. Voilà. J'imagine qu'on va en parler. Mais voilà, en gros, pour expliquer ce parcours jusqu'à 2018, puisqu'à partir de 2018, j'ai ensuite de nouveau pris un chemin différent, ou en tout cas monté d'un cran dans cet engagement, puisque j'œuvre depuis cette date à La Réunion dans une ONG scientifique dédiée à la conservation des cétacés. Voilà, on en parlera aussi peut-être. Oui, tout à fait. Alors, si je reprends un peu vos dires, donc vous avez d'abord été cadre supérieur, entrepreneur social, mais vous avez eu quand même quelques rencontres avec des personnes qui étaient déjà initiées à ce genre d'enjeux, de problématiques, alors, dont la conscience a peut-être évolué en même temps que la vôtre, mais ça, vous me le direz. Mais ça vous a permis, en fait, de progressivement, de ce que je comprends, et pas forcément avec un point de bascule très net, mais c'est assez constant, et c'est pourquoi vous vous êtes engagé donc, sur ces dernières années, clairement sur l'écologie et l'animalisme ou l'antispécisme. Donc, vous me direz ce que vous préférez des deux. Absolument, mais c'est vrai que c'était assez alors, l'intérêt pour ces sujets a été constant. Il y a eu des pas, on va dire, de franchis dans mon parcours au regard des convictions qui m'animaient et des prises de conscience successives que j'ai eues. Il y a eu quand même, peut-être pas des points de bascule, mais des moments forts, des moments où j'ai réalisé des choses, des paliers. Des rencontres qui ont été déterminantes, des paliers, comme vous le dites. Il y a eu effectivement, alors je le cite tout le temps, ça peut paraître complètement bizarre, mais il y a eu aussi des œuvres artistiques comme Danse avec les loups, qui m'a vraiment marqué à l'époque parce que j'ai été confronté, alors que j'étais encore très jeune, à une altérité, celle de la façon dont vivaient les peuples amérindiens que je connaissais pas du tout et qui m'a bouleversé. Je me suis beaucoup documenté là-dessus, ça m'a énormément touché. Puis plus tard, après, c'était l'époque, je reviens au parcours que je vous ai cité, mais France Télécom, 2007, Une vérité qui dérange avec Al Gore, ça a été la prise de conscience aussi du caractère déterminant de nos consommations énergétiques, de la question du carbone, de l'omniprésence de cette question dans nos modes de vie, d'un certain nombre d'impasses dans lesquelles nous étions engagés. Voilà, ça a été vraiment des électrochocs qui m'ont amené aussi à prendre des voies très différentes. Et puis, pareil avec l'animalisme ou l'antispécisme, en tout cas la conscience du suprémacisme humain sur les autres espèces qui amène à les exploiter de façon totalement déraisonnable, au risque de nous nuire à nous-mêmes, puisque j'ai vraiment la ferme conviction qu'aux côtés du capitalisme, la deuxième force motrice la plus destructrice qui est en cours actuellement et que nous alimentons, c'est le spécisme. Cette faculté que nous avons, on va dire, d'opprimer, d'oppresser, de déconsidérer les autres espèces et de les exploiter à notre profit unique, avec des conséquences environnementales qui sont absolument catastrophiques et qui nuisent évidemment autant que le capitalisme, à mes yeux, à l'habitabilité de la planète. Donc pour moi, ces deux forces motrices, capitalisme et spécisme, sont vraiment celles contre lesquelles j'ai envie de m'engager et contre lesquelles j'ai aujourd'hui à cœur de proposer des voies de recours, on va dire. Et à ce titre, du coup, pour revenir, pour surfer sur cette alternative au capitalisme, donc vous avez cofondé Darwin à Bordeaux. Quelle était l'ambition initiale de ce projet? Vraiment, les tenants, les aboutissants, et qu'est-ce qui a pu donner cette impulsion?
Et ensuite, quel bilan faites-vous de cette expérience en termes de résilience et vraiment de changement d'échelle dans son développement? Bah oui, il faut effectivement remettre ça dans son contexte et ça va faire marrer pas mal de monde si j'affirme que Darwin était une initiative anticapitaliste, ce que je ne ferai pas. Ce n'est absolument pas le cas. Néanmoins, située dans son époque, elle a permis de défricher un certain nombre de voies dans lesquelles j'avais envie de pouvoir exercer mes convictions et qui m'ont permis aussi d'affermir ma vision du monde et justement les impasses dans lesquelles nous nous fourvoyions. Darwin, pour autant, était extrêmement sincère dans sa démarche au départ. Elle l'est toujours, je pense, même si je ne peux pas parler au nom de ceux qui la pilotent aujourd'hui. Mais à mon époque, l'enjeu avec Philippe Barre, avec qui nous avons monté le projet, et d'autres qui nous ont rejoints ensuite, c'était vraiment de faire autrement, de faire de l'économie autrement, faire de l'urbanisme autrement, faire de la culture autrement, créer du lien social autrement, de décloisonner tout ce qui pouvait l'être, de reconsidérer nos impacts à tout point de vue. Et c'était de créer une sorte de lieu où nous pouvions expérimenter tout ça de façon très concrète. Et je crois qu'on a réussi en partie à démontrer que certaines voies étaient possibles, que certaines initiatives étaient fructueuses, que on pouvait faire plus avec moins, un slogan qu'on a souvent employé, mais il y avait une volonté sincère de vraiment changer la donne et de créer un environnement favorable à tout un tas de projets qui s'inscrivaient dans ce qu'on appelait à l'époque la transition écologique et qui allait depuis l'agriculture urbaine, en passant par la transition énergétique jusqu'à l'accueil de migrants ou la façon de renouveler l'art dans l'espace urbain. Ça nous a amené aussi à nous confronter à des logiques politiques, institutionnelles, à des logiques aussi industrielles ou, on va dire, de promotion immobilière contre lesquelles on a été frontalement, on va dire, en conflit. Ça nous a amené à réunir autour de cette initiative de lieu des personnalités qui partageaient des convictions similaires et qui avaient envie d'expérimenter avec nous des alternatives. Et donc, on a lancé tout un tas de choses dans un environnement propice à ça, en tâtonnant, parfois en échouant, mais au final en créant un lieu qui est aujourd'hui extrêmement atypique et qui permet de mettre en œuvre très concrètement les principes de sobriété, les principes de, comme vous disiez, de résilience, essayer de créer des liens entre des acteurs qui habituellement ne se fréquentent pas pour envisager la décroissance ou en tout cas la façon de vivre la cité d'une façon beaucoup plus sobre, d'une façon beaucoup plus joyeuse, d'une façon beaucoup plus responsable, j'ose le mot, que ne l'étaient d'autres entreprises ou d'autres initiatives dans lesquelles nous étions, Philippe et moi, enclenchés avant de créer Darwin. Alors bien sûr, c'est pas parfait, bien sûr, il y a énormément de contradictions, bien sûr, il y a beaucoup de dissonance peut-être dans certaines des expériences que nous avons menées, mais je crois qu'au final, on a réussi à développer des choses assez remarquables à certains égards, notamment dans tout ce qui touchait à l'économie dite circulaire, à l'économie de moyens surtout, à l'autonomie énergétique, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à la création d'une communauté vraiment engagée dans ces idéaux, avec évidemment toutes les limites que ça peut avoir, dans la mobilité aussi douce. Enfin voilà, on a expérimenté tout un tas de choses à l'échelle de 4 hectares dans une ville de Bordeaux très bourgeoise et très classique, très traditionnelle et conservatrice. Et je crois qu'on a pu bousculer un certain nombre de choses à l'échelle de la ville et faire advenir des changements qui n'étaient pas attendus à l'époque et qui sont finalement advenus, comme par exemple le changement de mandature, en passant d'une ville tenue par les Républicains depuis des décennies à une ville pilotée par les écolos. Alors, je ne dis pas que tout est bien d'un côté et tout est noir de l'autre, hein, c'est beaucoup plus nuancé. Mais voilà, il y a eu des changements auxquels on a beaucoup contribué à une époque où tout était possible, où tout nous paraissait jouable en tout cas. Et cette fenêtre d'opportunité sur laquelle on a surfé et où on a pu lancer beaucoup d'initiatives, beaucoup dans l'économie sociale et solidaire, beaucoup dans la redistribution, beaucoup dans les liens entre acteurs économiques, écologiques et sociaux, avec Emmaüs notamment, et d'autres acteurs de la sphère de l'économie sociale et solidaire. Et ben voilà, je crois qu'on a bousculé des chapelles, on a bousculé des habitudes. Et aujourd'hui, Darwin est encore un lieu très foisonnant où il se passe beaucoup de choses, mais j'en parlerai moins bien parce que je n'y œuvre plus depuis 2018. Et donc, je n'aurai pas la prétention ou en tout cas, je ne m'arrogerai pas le droit d'en tirer un bilan aujourd'hui. Ce que je peux dire, c'est qu'à l'époque,
quand j'ai quitté le lieu, en très bons termes avec mes associés par ailleurs. C'était pas une fuite, c'était pas un dépit, c'était la volonté de faire autre chose et de me consacrer à des choses qui me tenaient énormément à cœur. On avait clôturé presque une décennie d'action avec Darwin et mes associés de l'époque, où je crois qu'on avait pu faire la preuve que l'innovation sociale et écologique était possible, mais qu'elle avait aussi ses limites, qu'elle avait aussi, je dirais, ses résistances. Et la décennie qui a suivi, à partir du Covid, celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui un peu englués, malheureusement, nous montre que ce type d'initiative n'est peut-être pas suffisante pour changer d'échelle. Et est-ce qu'une initiative similaire à proximité peut aider à avoir une augmentation d'échelle de proche en proche pour donner plus de synergie au lieu que ce soit une expérience heureuse, agréable à vivre, mais peut-être encore fermée dans ce carcan du marché qui est autour et qui dicte au final les dernières règles? Absolument. C'est bien dit. Effectivement, l'institutionnalisation de ce type d'initiative est assez inéluctable au bout d'un certain temps. Elle est rattrapée un peu par, comme vous dites, les logiques institutionnelles, les logiques de marché, les logiques économiques et financières qui pèsent malheureusement sur la viabilité de ce type d'initiative qui ne reposait pas, en ce qui nous concerne, sur des fonds publics. Donc, elle prouve aussi son équilibre économique. Donc, on a été rattrapé par un certain nombre de logiques de gestion dans le monde actuel qui l'ont sans doute limitée dans ses ambitions. Quant à savoir si elle aurait été fructueuse, si elle s'était connectée et interconnectée avec d'autres initiatives similaires dans une forme d'archipel de résistance et d'alternative, on en a beaucoup parlé à l'époque, et les tiers-lieux constituaient une espérance en la matière. Le fait d'interconnecter ce type de lieux, des ZAD, des lieux alternatifs quels qu'ils soient, était on va dire, une espérance que formulaient beaucoup de leurs promoteurs. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu parce que derrière ces ambitions, il y a aussi tout un tas d'approches culturelles différentes, de distances intellectuelles, de logiques égotiques, de contraintes, comme je le disais, économiques et financières. Et le fait de se fédérer n'a pas été suffisamment fait pour pouvoir enclencher justement un changement d'échelle où tout à l'unisson, elles auraient porté un message et une ambition commune. Donc je pense qu'il y avait cet espoir à un moment donné, mais qu'il y a une fragmentation de ces logiques, il y a une récupération de ces initiatives. Il y a aussi un air du temps, et avec le Covid, il y a eu beaucoup, évidemment, ça a coupé les ailes à beaucoup de ces projets. Il y a eu un vent mauvais qui a soufflé à partir d'un certain moment qui a rendu les choses beaucoup plus complexes. La situation s'est tendue et pour tous ces lieux déjà fragilisés par l'économie et la nécessité d'être viable sans soutien public fort, s'est ajouté, je dirais, un contexte politique beaucoup moins favorable, je dirais, à l'émergence et à la viabilité de ce type de projet. Donc, on n'a malheureusement pas pu faire germer autant qu'on l'aurait souhaité les arbres qui sont nés des premières plantes, quoi. Voilà. Et c'est toujours aujourd'hui une logique de survie, autant que je peux le comprendre, de la plupart de ces lieux. Très bien. Bon, espérons que plus que de la survie, on pourra toujours s'appuyer dessus pour progresser. En tout cas, ils existent et leur grand mérite, à mon avis, c'est moins les initiatives peut-être de nature écolo, réelles, sincères et souvent efficaces que ces lieux ont pu mener. Et moi, pour en avoir été en partie à l'origine, je pourrais détailler si nécessaire ce qu'on a fait à Darwin et qui a eu vraiment beaucoup d'impact, je crois, sur ces sujets. Mais je crois que là où est leur grande vertu, c'est de réussir à créer des communautés et à créer des liens entre acteurs qui précédemment ne se côtoyaient pas forcément. Et ça, je crois que dans les temps qui viennent, et avec les risques qui s'annoncent et qui s'amoncellent, les menaces qui pèsent sur nos sociétés, le fait d'avoir créé ces passerelles, ces liens, quelque chose d'assez fort. Et je rebondis sur les idées de Pablo Servigne, notamment son réseau des tempêtes là qu'il vient d'initier. On a eu l'occasion d'échanger un peu là-dessus récemment avec lui. Je crois qu'effectivement, c'est ce qui
aujourd'hui nous permettra de résister à ce vent mauvais dont je parlais et à ces logiques de d'effondrement auxquelles je crois nous sommes malheureusement inéluctablement confrontés, qu'on a besoin de créer ces liens qui, dans des lieux comme Darwin, sont forts et durables. Et je crois que voilà, ça c'est un grand acquis pour la suite. Alors, sur cette évolution, parce que de ce que je comprends, ce n'est pas une fuite à cause d'une impasse que vous êtes passé à une autre étape de votre vie, donc plutôt sur les aspects écologiques, voire antispécisme. Vous avez écrit d'ailleurs pas mal d'ouvrages à ce sujet, donc comment l'humanité se viande, Carnage et comment ne plus se mentir. Alors que j'ai lu d'ailleurs. Et donc, est-ce que vous pouvez un peu détailler cette évolution et le choix de ce combat, le choix assez précis de ce combat? Oui, alors effectivement, il y a deux phénomènes qui se sont produits à Darwin durant mon engagement dans cette initiative. La première, le premier enseignement finalement que je tire de ces 10 années, c'est le fait qu'on était dans une écologie mainstream qui risquait peu de produire des effets systémiques. Mais ça, c'est pas une critique que j'adresse particulièrement à Darwin, c'est plus généralement la façon dont l'écologie à la française s'est déployée. Ce que Clément Sénéchal récemment a très bien décrit et analysé dans son ouvrage Pourquoi l'écologie perd toujours, où il décrit assez justement, je pense, cette propension qu'a eu l'écologie à finalement devenir inoffensive à force d'être dans le symbolique, dans la revendication joyeuse, dans, on va dire, l'infusion dans les institutions, dans la volonté d'un dialogue qui nie les conflits d'intérêts. Et Darwin, comme tant d'autres initiatives et tant d'autres porte-paroles et leaders de cette écologie-là, revendiquait la possibilité de créer des passerelles et des ponts avec une classe dominante qui, pour autant, n'avait pour intention que de faire perpétuer un modèle qui était incompatible avec les espoirs que on va dire, faisaient germer ces initiatives. Et ça, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Mais petit à petit, j'ai bien vu que la récupération, je dirais, de la contestation écologique, son intégration et sa dissolution dans le capitalisme était systématique et que globalement, le système dominant, les grands acteurs capitalistes dominants se satisfaisaient très bien de cette écologie peu effrayante qu'ils arrivaient à instrumentaliser ou avec laquelle ils arrivaient à composer parce qu'elle n'était pas dans un rapport de classe, dans un rapport de conflictualité fort et que globalement, chacun y trouvait son compte à revendiquer des choses qui finalement tenaient plus de la, on va dire, de la situation de rente, de certaines, on va dire, de l'alimentation d'un capital social symbolique, d'une certaine forme de satisfaction matérielle que de la volonté véritable de renverser le système chez la plupart de ceux qui la prenaient. Voilà. Et ça, je m'en suis rendu compte petit à petit et ça m'a amené à vouloir tout simplement changer de braquet. Et c'est un peu le constat que je formule dans Ne plus se mentir, sans doute un peu plus clairement que ce que je viens de faire, en montrant à quel point le système était verrouillé, à quel point le système parvenait à composer avec ce soi-disant activisme qui ne lui faisait en aucune façon peur, la façon dont lequel nos logiques non violentes aboutissaient aussi à des impasses et à la perpétuation du système. Voilà ce qui, dans Ne plus se mentir, m'a amené à tirer finalement, non pas un point final, mais une certaine conclusion à cette première étape de mes convictions écolo et à vouloir développer un autre discours sur le sujet.
Voilà. Donc, ne plus se mentir, ça a été vraiment pour moi, cet ouvrage paru chez les Rues de l'Échiquier en 2019, ça a été le bilan que je tirais de, non pas simplement Darwin, mais toutes les expériences que j'avais pu mener en matière de transition écologique et les impasses auxquelles finalement j'avais abouti. La deuxième chose, et ça je l'ai dit dans le début de notre entretien, c'est que j'ai réalisé au fil de ces expériences, des rencontres que j'ai faites, des initiatives qu'on a montées, notamment dans le domaine de l'alimentation, qu'il y avait cette autre force motrice destructrice qui ravageait les conditions d'habitabilité de cette planète et qui était souvent invisibilisée par l'écologie. Oui. Et qui n'était absolument pas, en tout cas, qui était encouragée, elle, par le capitalisme, qui était le spécisme. Le spécisme, c'est cet ordre social qui amène à exploiter les autres espèces pour notre plaisir ou notre bénéfice exclusif, et qui conduit notamment à l'élevage ou à la pêche, qui sont deux formes d'exploitation qui ont des conséquences écologiques absolument catastrophiques, et qui, tout aussi sûrement que la consommation ou on va dire le fait de brûler des énergies fossiles, a des effets délétères sur l'avenir. Voilà. Et ça, c'est une thématique qui m'est apparue de façon progressive, mais de façon éclatante, comme étant quelque chose sur lequel l'angle mort était puissant, mais qui était aussi une façon de changer la donne si on s'y consacrait véritablement. Donc j'ai voulu, à partir du moment où j'ai constaté les verrouillages profonds de la transition écologique, j'ai voulu me consacrer à un domaine dans lequel je pensais que l'efficacité pouvait être au moins équivalente, qui était celle de la sortie de l'anthropocentrisme, un autre terme qui définit, on va dire, notre façon de voir le monde avec nos yeux d'humains exclusivement, sans tenir compte des intérêts des autres espèces. Et donc, j'ai voulu changer de regard. Et à partir du moment où j'ai eu la conviction qu'il y avait des actions très fortes à entreprendre dans le domaine, j'ai voulu me mettre en cohérence et m'aligner sur ces convictions. Et je suis devenu d'abord végétarien, puis vegan, et puis surtout, au-delà de ces modes de vie, j'ai eu une revendication politique de la question en devenant antispéciste, et donc en luttant avec d'autres acteurs et avec, on va dire, mes capacités d'agir sur ce levier-là, à savoir déconstruire les représentations que nous pouvons tous avoir sur les vertus ou en tout cas les intérêts qu'on peut avoir à perpétuer ce système et à construire des alternatives autour, je dirais, d'un autre rapport aux animaux. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui me passionnait en 2018 quand j'ai quitté Darwin, et c'est quelque chose dans lequel j'ai voulu continuer à œuvrer résolument, non pas exclusivement parce que je crois que, au contraire, c'est une dimension de l'écologie qui est sous-estimée, qui est voire souvent invisibilisée par les écolos eux-mêmes, mais qui pourrait redonner du sens à l'écologie et de la force à l'écologie. Et donc j'ai voulu finalement travailler et œuvrer à la convergence de l'écologie radicale, certes, parce que je pense qu'il faut qu'elle le soit, et de l'animalisme ou de l'antispécisme, quel que soit le nom qu'on leur donne, qui pour moi est une voie absolument indispensable à la revendication d'un avenir meilleur et d'un avenir écolo. Et dès lors, je me suis aussi engagé sur cette voie d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue professionnel aussi, d'une certaine façon, puisque je travaille aujourd'hui aux côtés des animaux, et de façon politique, pour terminer le propos, parce que j'ai, depuis maintenant plusieurs années, rejoint le conseil d'administration de la REV, un parti politique, donc la Révolution écologique pour le vivant, qui place justement l'antispécisme au cœur de son projet et qui est un projet global, projet politique global que certains qualifieront d'utopiste, certes, mais qui, à mes yeux, est le seul viable pour l'avenir. Très bien. Vous avez déjà assez décrit l'état actuel de nos sociétés humaines face aux limites planétaires, enfin certaines des limites planétaires que vous avez citées. Il y en a d'autres, celles aussi qui sont invisibilisées, par exemple l'acidification des océans qui a dépassé le seuil critique récemment. Donc c'est pas un record qu'on se plaît à dépasser. L'impact est énorme, donc du coup sur les écosystèmes marins que nous connaissons bien parce qu'ils sont proches de nous, donc les récifs coralliens qui sont très très fragilisés, blanchissement des coraux, donc perte de cet abri.
Et c'est dans ce cadre-là que vous avez des activités au sein de la protection des animaux, des cétacés, que vous êtes installé à La Réunion, j'imagine. Alors, oui et non. Si on parle directement de la limite planétaire, la 7e qui vient d'être franchie, hein, l'acidification des océans, on va dire bien entendu, ça va toucher les animaux dont j'essaye à mon niveau de me préoccuper de la conservation et de la préservation. Évidemment, il y a des phénomènes en cascade qui vont influer sur l'habitabilité de ces écosystèmes, leur viabilité dans le temps, la présence des proies et puis évidemment des bascules qui peuvent s'opérer dans ces écosystèmes qui peuvent être préjudiciables aux animaux, en l'occurrence les mammifères marins que je suis en particulier. Mais l'enjeu pour moi, c'était de pouvoir me consacrer de manière générale aux animaux. Il se trouve que j'ai la chance de pouvoir le faire en milieu océanique avec des animaux emblématiques qui sont eux-mêmes porteurs d'une charge symbolique forte au regard de l'écologie. Oui. Le massacre des baleines, le statut qu'elle a acquis justement comme symbole de cette lutte pour une planète habitable, et quelque chose qui donne de fait de la résonance à mon action. Mais concrètement, si je m'étais préoccupé de chiroptères, de chauves-souris ou ici d'oiseaux marins, ça aurait eu pour moi le même sens, la même signification. On est évidemment, et c'est pas à vous ni à vos auditeurs que je vais l'apprendre, on est tous liés et reliés et interdépendants de ces autres espèces, de ces habitats qu'elles contribuent à viabiliser. Et le fait de nier les intérêts de ces autres habitants, de ces autres animaux, a pour effet de nuire tout simplement à ce qui nous fait vivre aujourd'hui. Donc pour moi, c'est une approche absolument systémique, globale, et en considérant les intérêts des autres espèces, au même titre que les intérêts de l'espèce humaine, je pense qu'on tient une vraie voie, je dirais, de résistance et en tout cas de soins pour que demain, on puisse faire face, je dirais, aux menaces qui pèsent sur l'humanité. Et parmi les adversaires de cette prise de conscience, vous l'avez déjà cité effectivement, donc il y a cette illusion de croissance verte et de solutions technologiques qui nous sont vendues, et vraiment le terme vendu. Alors, pourquoi le public a autant de difficultés à faire le lien avec tous ces enjeux? Donc, on parle de toutes ces limites planétaires, mais c'est assez difficile de traiter ces enjeux systémiques pour on va dire, la majorité des personnes. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire comme action pour aider à casser un peu ce plafond de verre? Alors, si on le savait, si on était aujourd'hui aussi certain de ce qu'il faudrait faire, je pense qu'on le ferait tous. Mais globalement, ce qu'il faut avoir en tête, mais là encore, j'enfonce une porte ouverte, c'est que je crois que maintenant les choses sont très claires. On sait globalement ce qu'il faudrait faire. On sait vers quelle sobriété il faudrait tendre. On sait que les changements ne sont pas des changements technologiques, mais surtout des changements, on va dire, dans nos modes de vie. On sait aussi à quel point les ressources sont finies. On sait à quel point nous dépendons des autres espèces. Je l'ai dit. Je veux dire, ça, ce ne sont pas des scoops. Ce sont des choses qui sont alimentées par une infinité d'études, une infinité de discours, une infinité de publications, une infinité de prises de parole. Et depuis le temps, je crois que ça a commencé à infuser. Mais nous sommes en face de pouvoirs extraordinairement puissants qui perpétuent des modes de pensée, des représentations, des logiques qui, on va dire, leur permettent de se maintenir et qui vont vraiment à l'encontre de toutes ces réalités. On est rentré dans une ère du mensonge, dans une ère de la post-vérité, dans une ère du déni, qui profite à une petite caste et à une petite classe d'humains qui disposent malheureusement de moyens conséquents pour manipuler les esprits, l'opinion publique. Donc, dans la décennie 2010-2020, on pouvait espérer qu'on arriverait à faire basculer
on va dire, l'opinion, qu'on arriverait à atteindre un seuil critique de changement d'échelle, qu'on arriverait à enfoncer le clou suffisamment profond pour que ce soit irréversible. Or, on a assisté à tout l'inverse. On a assisté à une consolidation, on va dire, des intérêts industriels, politiques, institutionnels, qui souvent fonctionnent parfaitement bien ensemble et qui, par l'acquisition notamment de médias très puissants, ont réussi à raconter des histoires, à perpétuer des illusions, à installer leur logique dans la société. Et aujourd'hui, il est extrêmement difficile de lutter contre on va dire, ce bulldozer qui vise à niveler les consciences, à propager l'ignorance, à créer de la confusion et du doute. Et on voit à quel point aujourd'hui toute l'infrastructure institutionnelle et on va dire policière est mise au service de ces intérêts économiques et industriels extrêmement puissants. Alors, ça fait presque complotiste de dire des choses comme ça, mais c'est ce à quoi nous assistons actuellement. Et face à ça, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de tenir un discours raisonnable, basé sur la science, responsable, parce qu'il est systématiquement ensuite balayé par des shitstorms, comme on dit, des torrents de merde, qui vont balayer les réseaux sociaux, qui vont introduire, comme je disais, de la confusion, du doute, quand ce n'est pas on va dire, de l'insulte. Et malheureusement, avec l'avènement de personnalités comme Trump, Milley ou d'autres, on assiste maintenant vraiment à du dénigrement, de la stigmatisation, de l'insulte des opposants, y compris dans les propres nations de ces dirigeants qui devraient soi-disant travailler à l'intérêt général. On voit qu'il n'en est plus rien. Ils préservent leurs propres intérêts, ceux de leurs proches, ceux d'une caste techno-carbo-capitaliste qui malheureusement semble avoir pris la main sur le cours des affaires, quoi. Donc on est dans une phase extraordinairement déprimante, mais je crois qu'on n'a jamais été aussi clair sur leurs intentions. On n'a jamais vu avec autant d'acuité ce qui se trame. Et ça, c'est peut-être la vertu de cette période très déprimante que nous traversons. Il n'y a plus trop d'illusions à se faire sur les intentions de ces personnes, sur les intentions de ces politiques-là, sur les possibilités d'en sortir aussi. Malheureusement, ça paraît assez complexe. Voilà, donc je dirais que le mérite de cette étape 2020-2025, ça a été de nous ouvrir les yeux, et d'arrêter de se mentir, justement, d'arrêter de croire à des illusions, à des fausses promesses que nous vendait parfois l'écologie mainstream ou des entreprises qui manœuvraient bien dans le greenwashing. Voilà, maintenant, les choses sont extrêmement claires. On sait où sont les lignes de fracture, on sait qui a intérêt à quoi, on sait aussi où est la puissance et on sait où on peut porter de la résistance. Et on sait aussi que la non-violence, parce que je sais que vous vouliez m'interroger là-dessus, a ses limites dans une société où les moyens policiers, les moyens coercitifs de l'État sont mis tout au service de ce projet. Et ce qu'on a vu sur les vidéos policières de Sainte-Soline, malheureusement, me conforte dans cette terrible réalité. Oui. Et si on reprend un peu ce que vous dites, c'est que on a un système techno-carbo. Alors, certains utilisent même le mot fasciste. Oui, je l'aurais pu le dire. C'est juste un oubli. Parce que, voilà, il y a des systèmes politiques qui auraient atteint 12 des 14 critères pour définir le fascisme de l'autre côté de l'Atlantique, pour ne pas le citer. Et qui, en fait, tous ces systèmes ont l'air de nous imposer le déni. Parce qu'en fait, voilà, mis à part quand même une large minorité, voilà, ce déni nous semble imposé, tout comme la procrastination. Et vous parliez d'adaptation illusoire tout à l'heure. Oui, tout à fait. Mais c'est plus la construction du mensonge même. Ils sont vraiment dans une entreprise délibérée de nuire à tout ce qui peut faire obstacle à leur grand dessein, quitte à mentir éhontément, quitte à répandre même plus du doute. C'est vraiment c'est vraiment du mensonge, c'est de l'idéologie pure et dure, effectivement fasciste. Malheureusement, on revient à ces temps sombres.
Et c'est effrayant de voir à quel point la science est discréditée, à quel point la science est balayée d'un revers de la main, à quel point les avancées qu'on a connues ces dernières années sont totalement occultées, voire invisibilisées, quand elles ne sont pas tout simplement interdites. Donc, oui, on est vraiment dans une période terrible. Mais est-ce que on serait plutôt dans cette quête de faux semblants, de mensonges qui nous arrangent, ou bien est-ce qu'on est résigné en fait collectivement à cette nature destructrice propre à notre espèce finalement? Le risque, c'est celui de l'impuissance, effectivement. C'est celui auquel beaucoup peuvent céder, de se dire que face à ce tel déferlement, on va dire, d'intérêt et de puissance, à la fois financière, médiatique, industrielle, on pèse très peu. Donc, effectivement, je crois que l'époque n'est plus à nourrir des illusions. Je crois que ça, c'est derrière nous et ça a été souvent le cas. Et c'est ce que j'ai souvent décrié dans la décennie précédente, et ne plus se mentir en a été un peu le point final pour moi, dans la critique de ces fausses solutions et de ces illusions. Je crois que maintenant, les choses sont claires. On sait vers quoi il faut tendre, mais on va dans le sens rigoureusement inverse. Et face à ça, il y a deux attitudes. Soit, effectivement, c'est la résignation, l'impuissance, le désespoir, et on voit à quel point la santé mentale, notamment des jeunes, est affectée. Je crois que c'est tout à fait lié à la situation. Je n'ai même pas parlé de l'IA, mais j'aurais pu ajouter l'intelligence artificielle et certains on va dire, de ses effets sur la société qui malheureusement vont amplifier ces phénomènes. Ou alors, comme le dit Salomé Saké, résister, et avant elle bien d'autres, et essayer de, ne serait-ce que pour l'honneur et par dignité, ne pas céder à la déprime, à la morosité, mais continuer à agir, continuer à se battre pour quoi on croit, ne serait-ce que pour tenir debout et montrer que on ne cède pas à cette déferlante. Et moi, je suis plutôt aujourd'hui dans cette situation sans grandes illusions sur les conséquences d'une telle attitude dans le contexte actuel. Mais je dirais, au pire, ça marche. Et on ne perd rien à essayer. Et en tout cas, c'est ce qui me donne les conditions de la dignité, le sens de l'existence, en tout cas par rapport à mes valeurs. Et je dirais la joie de rencontrer d'autres personnes qui partagent les mêmes convictions et de défendre ce qu'on croit juste, tout simplement, et ce qu'on pense juste. Voilà. Bon, après, est-ce que ça sera suffisant ? Est-ce que ça sera utile ? L'avenir le dira. En tout cas, ça nous permettra sans doute d'aborder avec plus de force ce qui vient. Vous avez parlé de radicalité tout à l'heure, et aussi dans vos écrits, vous avez parlé aussi d'un radicalisme éclairé et responsable. Pourquoi vous pensez que maintenant les canaux démocratiques classiques que nous avons sont aussi obsolètes? Et est-ce qu'il est justement pertinent de changer de braquet et d'arrêter de passer son temps à discuter et faire autre chose? La séquence politique qu'on vient de vivre, et singulièrement en France, mais évidemment c'est vrai ailleurs, nous montre à quel point notre démocratie est affaiblie, à quel point aujourd'hui elle est pilotée par des intérêts qui ne sont pas ceux du peuple, en tout cas qui ne sont pas l'intérêt général, mais qui mettent systématiquement en avant des intérêts particuliers, catégoriels, spécifiques. Je pense par exemple spontanément à la loi du plomb, mais il y a tant d'autres exemples qui montrent à quel point je dirais, le pouvoir est toujours au service des puissants et de l'ordre établi. Donc, il y a derrière ce constat, qui est de plus en plus évident,
des concepts qu'il faut remobiliser. Et c'est la raison pour laquelle je citais tout à l'heure Clément Sénéchal, dont la pensée m'inspire. Et c'est celle que je développais à ma façon dans Ne plus se mentir quand j'évoquais notamment cette radicalité. C'est vraiment passer non pas à un environnementalisme un peu béat, basé sur de belles idées, mais à vraiment à la confrontation d'intérêts, à une forme de radicalité dans l'action et à, osons le terme, à une forme de lutte des classes, puisque aujourd'hui, on voit bien à quel point on est dans une logique où une classe dominante impose ses vues et ses intérêts à tous les autres, et à quel point sa propension à aggraver les phénomènes, notamment climatiques ou d'effondrement de la biodiversité qu'elle provoque, vont nuire en priorité aux pauvres ou à ceux qui n'auront pas la possibilité de s'en préserver demain, y compris dans les sociétés plus démocratiques ou plus, on va dire, situées au nord, occidentales, on va dire, qui sont les nôtres. Donc, on doit changer de regard, ne plus considérer que c'est la transition énergétique qui nous sortira d'affaire, mais c'est véritablement une dynamique au service de tous, au service des plus vulnérables, qui préserve l'intérêt général et on dirait, je dirais, la cohésion de la nation, qui sont à privilégier. Il faut savoir identifier l'ennemi, identifier l'adversaire, démontrer ses logiques d'action, montrer à quel point elles sont délétères. Et aujourd'hui, la classe dominante bourgeoise, qui effectivement a pris les rênes du pouvoir politique, préside, je dirais, aux intérêts capitalistes du monde industriel, est celle qui aujourd'hui a les rênes en main. Et sans confrontation, sans rapport de force, on ne parviendra à rien. Ou en tout cas, on restera dans une bonne conscience, sans effet, ce qui a été finalement un peu le constat des années 2010-2020. En fait, c'est un jeu qui nous serait imposé et du coup, il faudrait qu'on soit capable de réellement s'indigner. Mais plus que s'indigner, s'opposer, on va dire mettre nos corps en face de ces rouleaux compresseurs. Et c'est là où ça fait appel au courage, ça fait appel au risque, ça fait appel bien sûr à l'inconnu pour beaucoup d'entre nous. Et en disant ça, je sais à quel point moi-même, c'est pas mon ADN profond. Quand je vois par exemple le courage de ceux qui se sont interposés à Sainte-Soline ou ailleurs contre les logiques destructrices du vivant, d'intérêts industriels et politiques locaux, et à quel point la force policière, je dirais même la violence policière, leur a été opposée avec les conséquences qu'on sait, j'ai vraiment du respect, j'ai vraiment, on va dire, même de l'admiration pour leur courage. Mais je pense que ce sont les seules fois où le pouvoir, je peux parler aussi des Gilets jaunes, a pris peur. C'est aussi les seules fois où on a pu grignoter quelques victoires. C'est pas dans les pétitions, c'est pas dans les mobilisations pacifiques, ce ne sont pas dans les revendications artistiques aussi, on va dire, créatives soient-elles, que nous sommes parvenus à inverser le rapport de force. C'est malheureusement toujours dans l'obstruction, dans le sabotage, dans l'opposition frontale, avec la violence qui s'ensuit, malheureusement. Mais je pense qu'elle est plutôt une forme de contre-violence et que la violence originelle, c'est celle du système. Et donc, on est vraiment dans cette situation aujourd'hui sans ce surcroît de radicalité, sans ce surcroît de détermination, sans cette opposition physique à ce système mortifère. Malheureusement, on le laisse courir je dirais, à son objectif, et qu'il n'a aucune opposition suffisamment forte pour diverger de sa destination. Donc on est malheureusement dans cette situation, et en disant ça, je mesure mes propres limites parce que je ne suis pas dans cette forme de lutte-là. Elle est plus aussi dans l'alimentation intellectuelle de ces réflexions que dans cette opposition frontale. Mais je pense que demain, nous n'obtiendrons pas de victoire sans ça, sans une obstruction qui peut être d'ailleurs
c'est pas un appel à la violence dans ce que je dis, c'est un appel à la confrontation vraiment forte. Ça peut être une grève massive, ça peut être la confiscation de moyens de production, ça peut être du sabotage et des choses comme ça, effectivement, parce que je crois que ce sont malheureusement les seules choses qui font reculer les forces extrêmement puissantes qu'on a en face de nous et qui sont en train de nuire très certainement, maintenant il n'y en a plus de doute, aux conditions de vie sur cette planète à une échéance assez brève. Tous les indicateurs le prouvent. Dans ce cas, on peut dire qu'il s'agirait plutôt d'une légitime défense plus que saine et salvatrice. Alors. Bien sûr, d'une légitime défense, bien sûr, mais il faut aussi se montrer suffisamment offensif pour que ça ne soit pas que de la défense, mais aussi de la proposition. Et l'offensive, elle est dans la proposition politique, elle est dans aussi je dirais les mobilisations politiques qu'on va pouvoir faire pour s'opposer à ce système-là et montrer qu'il y a des alternatives, que tous les partis ne se valent pas, que tous les dirigeants politiques ne jouent pas le même jeu. Moi, j'ai encore un peu d'espoir là-dedans. Pas forcément dans l'État en tant que tel, mais dans le fait que les idées politiques peuvent aussi apporter faire une brèche, en tout cas, dans ce qui apparaît inéluctable. Oui, et puis il y a certaines personnes qui, justement, par opposition à on va dire, à ces personnalités, on va dire, autocrates, essayent de se porter en tant que voix du peuple, comme par exemple ce qui s'est passé à New York récemment, Zamdani. Oui. C'est globalement, ça a été en tout cas perçu par les New-Yorkais comme vraiment un élan d'espoir. Alors, peu importe s'il n'arrive pas à ses fins factuellement sur les mesures qu'il propose, mais le symbole est quand même porté. Absolument. Et quand je parlais de politique, je parlais un peu de ça, bien sûr. Je parlais aussi de la rêve dans laquelle je milite, mais au-delà de ça, de partis politiques qui incarnent des valeurs dont je me sens évidemment plus proche et qui sont souvent qualifiés d'extrémistes, justement dans ce jeu très clair, très limpide que jouent, je dirais, ceux qui sont au pouvoir, qui n'ont de cesse que de diaboliser tout ce qui peut véritablement leur porter tort ou leur porter préjudice. Et moi, dans le fait de renvoyer dos à dos, par exemple, l'extrême droite et ce qu'on qualifie aujourd'hui d'extrême gauche est quelque chose de très malsain, de très vicieux, de très médiocre aussi, parce que on sait à quel point les idées de gauche qui sont prônées par ceux qu'on qualifie aussi aujourd'hui d'extrêmes sont tout simplement et très souvent celles que on va dire qu'encouragent les scientifiques tout simplement ou ceux qui ont des idées républicaines et qui les conservent et qui s'y tiennent. Donc aujourd'hui on a eu un glissement droitier absolument terrifiant. Qui nous fait passer, lorsqu'on a des idées tout simplement solidaires, pour d'horribles woke qui sont criminalisés maintenant par des gens comme Donald Trump. On a vu même que maintenant, ça y est, il a criminalisé les antifascistes. Voilà, on n'en est pas loin en France quand on voit les discours d'un Darmanin ou d'un Retailleau, quoi. Exactement. Alors, comment essayer d'avoir, ou en tout cas d'encourager cette lucidité pour nommer les choses, parce qu'on parlait de choix des limites, mais en fait, la notion de ligne rouge que vous vous donnez ou qu'un mouvement peut se donner comparé à la ligne rouge de cette radicalité que le système donne, on voit qu'il y a un écart et qu'on a un enjeu rien que sur ce point précis. Absolument. C'est là où on a besoin de pouvoir compter sur un certain nombre de leaders d'opinion qui tiennent bon. On a besoin aussi de compter sur une presse indépendante qui révèle les choses, qui est sérieuse, qui fait des enquêtes, qui déconstruit aussi, je dirais, cette manipulation adverse. On a besoin aussi d'expérimenter toujours sur le terrain et de dialoguer avec tous et surtout ne pas céder, je dirais, aux sirènes simplistes du repli sur soi, du refus de l'autre, de la diabolisation, on va dire, outrancière des dirigeants politiques actuels sur certains de nos sujets. Donc oui, il faut qu'on résiste. Je crois que le mot est fort, mais il est approprié. On n'est pas en état de guerre, mais en tout cas, intellectuellement parlant, on est dans un combat extrêmement virulent dans lequel il faut rendre coup pour coup et il faut se conforter les uns les autres pour qu'il n'y ait pas
qu'une post-vérité unique qui s'impose, mais qu'on garde et qu'on tienne bon sur ce qu'est aujourd'hui le consensus scientifique, ce qu'est aujourd'hui la réalité sociale, ce qu'est aujourd'hui l'alternative politique possible, et que voilà, on fasse converger ces trois dynamiques-là pour faire opposition, je dirais, à ce qui malheureusement aujourd'hui a pris les rênes, quoi. Et on parlait d'expression et de médias, mais lorsqu'on se rend compte qu'il y a 8 milliardaires qui possèdent à peu près 80% des médias, est-ce que déjà les dés ne sont pas pipés dès le départ, et que cette logocratie, pour reprendre les termes de Clément Viktorovitch, qui donne donc en gros le pouvoir par la parole, il suffit d'être présent pour imposer et non pas forcément d'avoir raison. Comment faire? Est-ce qu'on doit crier encore plus fort? Alors, effectivement, c'est vraiment très compliqué. Alors, on a effectivement la convergence à la fois de ce que vous dites, c'est-à-dire la concentration des médias les plus influents d'une certaine façon, parce que s'ils sont dominants dans les mains d'un petit nombre de milliardaires qui suivent leur propre agenda politique, il y a effectivement le phénomène de l'IA qui brouille les repères et qui ne permet plus de distinguer le vrai du faux, et qui, bien entendu, est un magnifique outil de manipulation. Et puis, on a les réseaux sociaux qui contribuent aussi à la confusion dans ce grand chaos, mais qui sont aussi paradoxalement un des rares espaces où on peut encore faire vivre une voix, on va dire, différente, qui ont pour certains des influenceurs les plus intelligents ou intéressants encore un certain impact dans l'opinion. Donc je crois qu'il faut en jouer, il faut continuer à utiliser ces vecteurs-là. J'espère que demain, ils ne seront pas eux aussi totalement au service des premiers, qu'on citait, les milliardaires, et leur empire. Mais bon, pour l'instant, on va peut-être pas encore en revenir à la feuille de chou qu'on fait passer de résistant à résistant dans le maquis. On n'en est pas encore là, mais on a ces outils-là, on a cette presse indépendante, on a quelques porte-voix qui nous permettent encore on va dire d'exprimer une vision différente. On a encore un service public de l'information audiovisuelle qui est moins pire que CNews ou tous les médias qui sont au service d'intérêts économiques et industriels. Donc voilà, aujourd'hui la situation elle est encore, on va dire, elle permet encore de faire vivre le débat, d'exprimer une voix divergente, de ne pas être poursuivi pour cette voix divergente, en tout cas pas toujours. Il y a aussi des maisons d'édition qui font un excellent boulot, et je cite la mienne, mais il y en a tant d'autres qui font aussi, qui permettent de diffuser, je dirais, des publications et des voix indispensables aujourd'hui. Voilà, c'est tous ces mouvements qui doivent se coaguler, qui doivent rentrer en coalition, en coopération, pour que voilà, on fasse opposition aux autres. Mais c'est vrai, je vous l'accorde, extrêmement complexe dans la mesure où le rapport de force est très inégal. Du coup, on parlait de construction de la société par les récits, notamment. Est-ce que donc, alors, il y a déjà des initiatives qui veulent proposer un nouveau récit autre que celui du capitalisme. Est-ce que vous avez des références sur certaines d'entre elles? Est-ce que vous avez peut-être des suggestions sur des premières actions qui pourraient mener à cette transformation-là? Alors, j'aime pas trop le terme de récit. Il a souvent servi à entretenir des fables ou des illusions, et justement, il était souvent brandi par ceux qui étaient tout à fait inoffensifs pour le système. Et je le trouvais par maints égards extrêmement naïf, ce terme, dans la mesure où le récit n'est pas systématiquement performatif et ne va pas forcément conduire à ce que derrière s'enclenche
et c'est surtout pas dans le temps attendu les changements espérés, quoi. Donc, alors, moi, je suis très, très prudent sur la question du récit. Alors, effectivement, il nous faut des imaginaires qui sont un peu plus sympas que ceux qui se dessinent actuellement. Mais le terme de récit, moi, je suis toujours un peu mal à l'aise avec ça. En revanche, je crois qu'il y a des représentations euh, qui sont importantes à générer, qui sont importantes à nourrir, qui sont importantes à créer. Et ces représentations, elles sont à la fois liées à ce qui est en germe aujourd'hui, ce qui pourrait aller vers quelque chose de meilleur, mais c'est aussi la déconstruction des représentations antérieures. Et dans la sphère du spécisme et de l'antispécisme, qui est justement un concept finalement assez neuf, et en tout cas très peu répandu, on a un énorme boulot justement de déconstruction, de débunkage, de désinvibilisation pour faire prendre conscience d'une réalité qui a souvent tendance à être extraordinairement tue, qui est celle du droit équivalent à vivre à toutes ces espèces présentes sur cette belle planète, à la considération qu'on peut avoir pour les intérêts de chacun, sans nuire aux nôtres. Et je crois que moi, ce qui me fait vraiment triper et ce qui me fait kiffer, comme on dit, c'est vraiment non pas simplement de construire des coopérations entre humains dans leur propre intérêt, dans leur seul intérêt, si j'ose dire, si on continue dans la voie actuelle, mais c'est de construire des coopérations avec tous les autres habitants de cette planète et avec les non-humains en particulier. Parce que notre salut, à mon avis, vient de là et ça dessine un futur qui me paraît tout à fait, on va dire, enthousiasmant. S'imaginer dans des océans pleins de poissons qui regorgent de vie et de mammifères marins, qui de ce fait-là sont aussi capables de réguler le climat comme nous le souhaiterions, qui permettent de s'émerveiller de spectacles absolument incroyables liés aux migrations, par exemple. C'est vrai aussi sur Terre avec la cohabitation qu'on pourrait rêver avec des troupeaux de ruminants, avec des mammifères qu'on a décimés tant et plus ces derniers siècles. Vivre dans des villes où on ne traite pas les animaux qui sont présents comme des nuisibles, ne pas fréquenter des établissements comme les zoos ou les delphinariums où nous ne faisons que soumettre, asservir, dominer et torturer finalement d'autres êtres vivants qui ne demandent qu'à vivre paisiblement. Voilà, ça c'est un horizon qui moi me plaît et qui me motive diablement, et je pense qu'on a tout intérêt à aller vers ça. Donc voilà, pour moi c'est ça le récit, si vous voulez que je réemploie ce terme, ou en tout cas l'imaginaire que j'ai envie de construire et qui me semble être extraordinairement mobilisateur et motivant. En tout cas, si on regarde les choses factuellement, si on est très raisonné et scientifiquement sourcé, on se rend compte qu'on a tout intérêt à aller dans cette direction. Et en tout cas, c'est celle que j'ai empruntée et que j'ai envie de promouvoir. Merci. Pour finir et pour donner, on va dire, un premier pas, donc pour celles et ceux qui ont suivi ce bilan et qui ne veulent plus se mentir, quel est le premier pas concret et non négociable que vous leur conseillez de faire dans leur vie personnelle et collective, genre tout de suite? Merci pour cette question. Eh bien, pour moi, c'est extrêmement simple parce que ça permet justement de faire converger les causes écolo et animalistes avec une grande efficacité. Et ça permet justement aussi de sortir de l'impuissance qu'on peut ressentir dans la transition écologique telle qu'elle est vécue actuellement. Donc pour moi, la réponse, ça serait cesser l'exploitation animale, autant que faire se peut à son niveau. Et ça commence par une chose extraordinairement simple qui a un effet absolument gigantesque, qui est tout simplement d'arrêter de manger les animaux. D'une part parce qu'on n'en a aucun besoin nutritionnel, sous nos latitudes en tout cas, pour des Français, et je m'adresse aujourd'hui principalement à des auditeurs français, nous n'avons aucune raison factuelle et objective de penser que nous avons un impératif besoin de protéines animales. Nous sommes des millions aujourd'hui à vivre sans, et pour certains depuis des années, voire des décennies, voire même des millénaires, si on prend d'autres nations. Et donc, on a la preuve que les protéines végétales sont largement suffisantes pour l'ensemble de nos besoins nutritionnels et pour être en pleine santé. Et j'en suis un exemple, puisque depuis 10 ans maintenant que je vis exclusivement sous ce régime alimentaire, je n'ai aucune carence et je fais exactement
des activités dont j'ai envie et en pleine santé. Donc voilà, c'est à la fois indispensable parce que il est inutile de tuer des animaux pour des besoins illusoires, mais ensuite parce qu'en faisant ça, on préserve comme peut-être rien d'autre la qualité de l'environnement dans lequel on évolue. Il faut vraiment se rendre compte qu'aujourd'hui, l'industrie de l'exploitation animale, qu'elle soit dans les océans ou sur Terre, est la source de dégâts incommensurables, à la fois parce qu'on tue la biodiversité de cette planète, on tue des milliers de milliards d'animaux qui contribuent à la richesse des écosystèmes, qui contribuent à faire fonctionner cette planète, mais aussi parce qu'en faisant ça, on génère des pollutions absolument gigantesques que nos sociétés ne pourront jamais gérer à cette échelle. Si on prend la pollution de l'air, la pollution des océans, les ravages de la déforestation, la plupart de ces effets ont pour cause principale l'exploitation animale. Si on refuse de la cautionner, notamment par son régime alimentaire, on évite d'une façon très significative, et c'est ce que j'ai voulu démontrer dans Comment l'humanité se viande, tous les dégâts environnementaux qui aujourd'hui contribuent aussi clairement que la combustion d'énergie fossile à nos turpitudes. Et je crois que c'est beaucoup plus simple à faire, à refuser de manger des animaux 3 fois par jour. On peut très bien se délecter d'autres mets et d'autres saveurs, et on peut le faire avec un message politique évident en le faisant, et avec des effets bien plus forts que ceux qu'on aurait à essayer de s'extraire péniblement de la société thermo-industrielle, que personne ne parvient à faire parce que ça voudrait dire s'extraire également de la société, vivre quasiment en ermite. Donc, puisque nous ne le faisons pas facilement dans la société thermo-industrielle, les choix qu'il faudrait faire, ne plus prendre l'avion, quasiment ne plus chauffer, consommer drastiquement moins, ne plus prendre sa voiture ou beaucoup, beaucoup moins, comme nous n'y parvenons pas parce que c'est tout simplement les conditions qui nous insèrent dans la société, on a un autre levier à notre disposition qui est celui d'arrêter l'exploitation animale. Et je crois que l'effet pourrait être extraordinaire à court terme si un nombre significatif de personnes décidaient de prendre cette voie-là. Je cite souvent une phrase de scientifiques qui s'appellent Michael Eisen et Patrick Bourne, qui en 2022, dans une publication, ont dit, et je les cite nommément, 2 points ouvrez les guillemets, l'arrêt progressif de l'élevage sur une période de 15 ans à partir d'aujourd'hui permettrait d'annuler totalement sur ce laps de temps l'effet réchauffant de toutes les autres émissions humaines de gaz à effet de serre, conduisant ainsi à neutraliser le réchauffement climatique sur la période 2030-2060. La fin de l'élevage représenterait à lui seul environ 50% des efforts à accomplir pour respecter l'accord de Paris sur le climat et permettrait de réduire de 68% le total des gaz à effet de serre émis d'ici à la fin du siècle par l'ensemble des activités humaines. Voilà, c'est un ordre de grandeur gigantesque, prouvé scientifiquement, accessible à tous, qui ne nécessite pas des efforts incommensurables, qui permet de s'aligner sur le respect qu'on prétend avoir du vivant de façon très cohérente et qui permet d'être un acteur puissant dans ce jeu d'aujourd'hui où on essaye ce jeu, dans cette tentative où on essaye aujourd'hui on va dire, d'aligner nos actes sur nos valeurs. Et voilà, et je crois que dans le milieu écolo et dans le milieu des shifters et dans le milieu, je dirais, de ceux qui se préoccupent de ces sujets-là, cet angle mort que constitue la fin de l'élevage et plus généralement la fin de l'exploitation animale est au contraire une voie extraordinairement enthousiasmante, prometteuse, efficace pour y parvenir beaucoup plus rapidement. Donc voilà, ça serait ma préconisation et c'est en tout cas mon choix. Eh bien, merci beaucoup Jean-Marc Gansil pour cet échange. Merci beaucoup Vinod de m'avoir laissé le temps de le déployer. J'espère ne pas avoir été trop saoulant ou ne pas avoir trop accaparé le temps de parole. J'ai un peu le sentiment que j'ai à la fin de cet entretien. En tout cas, merci de m'avoir permis de m'exprimer ici et de développer ces idées au sein d'Adrastia auxquelles je souscris bien sûr. Eh bien, merci beaucoup Jean-Marc Gansil et j'espère à bientôt pour peut-être d'autres échanges sur des sujets peut-être un peu plus précis qu'on pourrait développer, notamment le rêve dont vous avez parlé. On pourrait, voilà.
Merci Avec encore plaisir. à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Vinod. Vous venez d'écouter le podcast de l'association Adrastia, le podcast qui fait le bilan sur les risques globaux et les perspectives afin de faire face tous ensemble. Retrouvez toutes les actualités du podcast et de l'association sur le site internet adrastia.org et sur l'ensemble des réseaux sociaux. L'heure du bilan, faire face. 60 minutes pour apprendre à nous adapter au monde tel qu'il est, non tel que nous croyons le maîtriser.